Bienvenue à ce troisième podcast de Game Set Stories dans une troisième semaine consécutive avec moi-même Zachary Beaulieu et Isaac Boucher. Nous sommes très heureux de vous offrir ce podcast de tennis pour une troisième semaine consécutive. Alors, nous allons commencer comme à l'habitude avec notre fameux jeu Qui suis-je? Alors, nous dévoilerons 2 indices sur l'identité d'un joueur de tennis. Puis à la fin de l'émission, nous vous dirons notre joueur masqué. Alors, la première indice, c'est un joueur de tennis argentin. Et la deuxième indice, il est surnommé El Peque, particulièrement lors de ses tournois qu'il effectue UTS. Alors oui, il effectue des tournois UTS. Notre premier gros point d'aujourd'hui, ce sera bien évidemment Félix Auger-Aliassime à Madrid, qui a connu toute une belle semaine, s'ayant incliné en finale face à André Roublev, ayant profité de quand même quelques forfaits, mais nous y reviendrons plus tard dans l'émission. Je te laisse y aller avec tes premières impressions sur cette finale endiablée. Donc, quand même, gros match de la part du Québécois. Félix qui a su être meilleur, selon moi, que le Russe lors de cette première manche et lors d'une bonne partie aussi de cette deuxième manche, quand même. Il a su offrir du très bon niveau de jeu aux Russes. Ça s'est plus compliqué dans la fin de cette deuxième manche et pour le reste de cette troisième manche. On l'a vu dans cette troisième manche, des grosses difficultés dans ses jeux au service, les Québécois, mais on l'a vu, il était gêné à la cuisse. Mais moi, je suis très content du niveau de jeu que j'ai vu du Canadien qui a su bien gérer la pression malgré une défaite. Et on peut être fier du Canadien avec ses dernières performances qui ont été assez compliquées et moins bonnes que ce qu'il nous a offert cette semaine. Oui, ben, je suis d'accord, évidemment. Là, j'ai pas le choix d'être d'accord. C'était un très bon premier set pour Félix Auger-Aliassime. Très peu de double fautes, très peu de fautes directes. Prend énormément l'ascendant dans le point. Ouais. Mais tranquillement, pas vite. Tu sais, Félix Auger-Aliassime menait 7-4-1. Ça s'est recollé à 5-4. On a commencé à eu chaud, on a eu un point pour 5-5. Il s'en sort. Mais moi, j'ai eu l'impression que les séquelles de cette fin de set en queue de poisson, si on veut, ça s'est propagé sur les deux autres sets. Puis c'est ce qui a permis à André Roublev de pas, pas, pas d'une façon vite, mais tranquillement, pas vite, revenir dans le match. Puis on le sentait là, que le niveau du top 10 commençait à revenir. Puis, bien, la blessure à la cuisse, évidemment, je trouve ça malheureux. D'autant plus que Félix Auger-Aliassime a profité de plusieurs forfaits. Beaucoup moins d'heures que André Roublev sur le terrain. Puis, le fait que ce soit lui qui se retrouve en arrière physiquement avec moins d'heures de tennis, 3 heures, pas 3 heures, mais 3 ans de moins. On sait qu'André Roublev est âgé de 26 ans. Félix Auger-Aliassime a seulement 23 ans. Pour moi, ça, c'est malheureux. Ouais. Puis ça, c'est à envisager pour un prochain exercice physique, là, si on veut que ça se repropage pas dans ces prochaines belles semaines. Et on veut pas que ça finisse comme ça, évidemment. On en a parlé, là, Félix Auger-Aliassime a profité de plusieurs forfaits pour se rendre en finale là, à Madrid. Particulièrement, là, ben, Jacob Menchik, 6-1, 1-0, forfait de Jacob Menchik. Ensuite, nous avons Yannick Sinner qui n'a tout simplement pas rentré sur le terrain. Lui qui s'est d'ailleurs retiré là, du tournoi de Rome cette semaine, nous allons en parler dans notre prochain point. Mais ça semble plutôt être une sérieuse blessure. Tout comme Alcaraz qui avait perdu contre André Roublev, s'est retiré de Rome. Et finalement, ben, Jiří Leka à 3-3 en demi-finale, là, un retrait très, très émouvant, si on veut. Là, lui, qu'on a vu que ça l'a énormément là, frustré, le fait de vouloir de se devoir terminer sa semaine comme ça. Une semaine qu'il avait grandement très bien joué. Alors, quelque chose à rajouter sur ces forfaits? Non, ben, j'ai pas grand chose à ajouter à part le fait que. Avoir joué sur sa performance en finale. Pardon? Est-ce que ça peut avoir eu un impact sur sa performance en finale? Peut-être que le fait qu'il y a eu un peu moins
un peu moins de volume, peut-être un peu moins de matchs, si on peut dire ça comme ça, un peu moins de jeux, un peu moins de manches, peut-être de vrais matchs, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas trop comment l'expliquer. Peut-être que ça a eu un petit impact. Moi, j'ai pas ressenti dans cette finale un effet par rapport à ça. Donc, je vais dire que non, je pense pas que ça a eu un énorme impact sur son jeu. Moi aussi. Puis, tu sais, on s'entend, si on suit la logique des matchs disputés par Félix Auger-Aliassime entièrement, ce serait seulement un match de quart de finale. Alors, si j'avais vu Félix Auger-Aliassime mal commencer, j'aurais pu dire ouais, mais il y a 23 ans, puis dans sa tête, ça se peut qu'il se pense plus tôt dans le tournoi. Malgré qu'il est en finale. Puis il avait de la misère à le réaliser. On lui dit en conférence de presse, c'était en finale, première finale de Masters 1000, mais il avait de la misère à le réaliser. Parce que des forfaits, moi j'en ai vécu dans ma carrière de tennis, qui est amateur, je vous dis. Mais c'est difficile à gérer parce que tu n'as pas l'impression que tu as gagné le match. Mais tout l'inverse, fait que Auger-Aliassime est commencé en feu. Alors, comme toi, je pense que ça n'a pas eu d'impact. C'est tout simplement une malheureuse blessure, ou plutôt ennui, qui lui est venu jouer de vilain tour là, lors de ce troisième match. Ben, si je peux acheter un point, aussi le faire, ça a eu un avantage pour Roublev. Parce que même si Roublev a plus d'heures de tennis, donc peut-être plus de fatigue, le volume était beaucoup plus là. Il avait beaucoup plus le rythme que le Canadien. Et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on le réalise pas tout le temps quand ça se peut qu'il n'ait pas réalisé qu'il soit en finale avec la situation qu'il y a eu, que pas beaucoup de joueurs dans leur carrière vont vivre ça, une telle chance comme ça. Donc, c'est sûr que ça a peut-être une petite balance. Est-ce qu'il y a eu un effet? Si on peut le voir de ce côté-là, oui. Mais en général, moi, je vais rester sur mon point que non. Mais c'est sûr que ça a eu un avantage pour Roublev, malgré qu'il a plusieurs de tennis. Et peut-être ça s'est joué sur l'aspect mental, mais pas plus que ça, selon moi. Puis rapidement, là, on parle de Félix, mais André Roublev nous sort en fait, que un gros appui là, aux médecins qui dit avoir été les meilleurs médecins qu'il ait pu rencontrer. Sans ça, il aurait pu se retirer en finale ou bien plus tôt, parce que lui, il était atteint d'un vilain virus là, qui le rendait complètement inapte là, sans aide médicale. Alors, t'en penses quoi de ça? Ben, moi, je veux dire, bravo à ces médecins-là qui ont pu sauver une telle situation pour le Russe. Moi, je pense que la direction de Madrid peut être très content et je garderai précieusement cette qualité de médecin qu'on a. J'en pense que ça va être pour le futur un avantage pour Madrid et ils vont être très bien reconnus. Ce tournoi va être bien reconnu grâce à ça. Donc pour le domaine de la santé, ça peut vraiment attirer des médecins, des bons médecins. Donc c'est très bénéfique pour le tournoi de Madrid. Ouais. Moi, j'ai vu plusieurs commentaires là, cocasses de fans et sûrement et probablement assurément frustrés qui prenaient pour Félix Auger-Aliassime cœur et âme. J'en ai vu qui disaient c'est pas nécessairement juste qu'il ait le droit, qu'il ait accès à ces suppléments-là pour pouvoir poursuivre la compétition. Contrairement à un Jiří Leka qui, lui, c'était son dos, on ne pouvait rien y faire. C'est triste à dire, mais c'est pas la même chose, malheureusement. Ouais. Un virus, c'est peut-être moins musculaire. C'est plus. Peut-être qu'il y a des médicaments, des trucs, c'est plus peut-être les anticorps. Moi, je te dirais que, écoute, dans la vie de tous les jours, tu vas beaucoup plus guérir, juste de base, tu vas plus guérir, exemple, d'un petit virus que d'une. Tu vas plus facilement, selon moi, guérir d'un virus que d'une blessure. Donc, il y en a qui se plaignent, qui disent que c'est pas juste. Moi, je dis juste que c'est la nature humaine. Il
pas de. Pour moi, il n'y a pas de question de justice là-dedans. C'est juste pas la même situation pour les deux joueurs. Roublev a juste tout simplement pas le même cas que Lechka. Et pour moi, je suis pas d'accord avec ces fans-là. Ouais, puis d'autant plus que je serais loin d'enlever du crédit à André Roublev parce que ça a pris quand même tout que du caractère. Lui qui avait, on le rappelle, n'avait pas connu une victoire en 6 semaines. Alors, ça a pris quand même tout que du caractère, malgré, oui, les suppléments pour guérir la maladie. Mais c'est pas les suppléments qui jouent sur le terrain. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, là, j'enlève aucun crédit à André Roublev qui mérite profondément ce titre, qui peut savourer maintenant à la maison. Ouais. Si t'as rien d'autre à ajouter, on va poursuivre avec la semaine, là. Un autre Masters 1000 sur terre battue. Celui, il sera disputé à Rome, en Italie. Alors, nous avons ciblé là, 2 matchs qui pourraient... Parce que là, on sait que les têtes de série, les principales têtes de série reçoivent un laissez-passer pour le deuxième tour. Alors, c'est plutôt difficile là, de trouver un match qui pourrait être très bon, là, comme en soi que ce n'est pas des joueurs qu'on ne suit vraiment, là, qui ne bénéficient pas d'un laissez-passer. Mais nous avons ciblé le match de Denis Shapovalov contre Dark Derry et le match de Rafael Nadal contre Jiju Bergs. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais bon, on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Et je tiens à mentionner que Rafael Nadal pourra affronter Hubert Hurkacz au prochain tour. On sait que Rafael Nadal à Barcelone a affronté au deuxième tour Alex de Minaur. Idem à Madrid. Puis là, peut se ramasser Hubert Hurkacz dès le deuxième tour. Alors, c'est quand même tout que des malchances dans les circonstances. Comme quoi, on sait qu'il pourrait pogner n'importe quelle tête de série. Mais il affronte des top 10. Si tu veux y aller, là, on va commencer par celui-là, Rafael Nadal contre Jiju Bergs. Bon, Rafael Nadal, notre cher Rafael Nadal, on dirait que j'ai pas autant confiance, si je peux dire ça comme ça, que dans le dernier tournoi. On dirait déjà que Nadal a l'air un peu moins en forme, on dirait. C'est peut-être juste une impression. J'ai l'impression que Nadal, selon moi, le match de premier tour, il va le gagner. Nadal a un niveau encore très bon sur terre battue. C'est pas ça que je parle. Je parle plus peut-être sur la condition physique. Je pense que dès le deuxième tour face à Hurkacz, ça va être malheureusement une défaite. Tout simplement parce que Nadal ne peut plus rivaliser autant qu'avant. Peut-être que c'est juste une impression, et j'espère que j'ai tort parce que je suis un grand fan de Rafael Nadal, mais j'ai pas autant confiance que sur, on dirait, à Madrid, où on dirait le fait qu'il soit en Espagne, chez lui, on dirait qu'il me donne plus confiance. Je sais pas ce que t'en penses personnellement, moi c'est mon avis. Ouais, ben, tu sais, vraiment, on voit que Rafael Nadal, tranquillement, pas vite. Tu sais, on l'a vu contre Jerry Leka. Oui, tu dis, il a été propulsé par la foule, là, si on veut, là, mais, tu sais, rendu là, il avait juste plus l'énergie. Puis, il avait plus le même niveau de jeu que contre Darwin Blanche au premier tour. C'est ça. Ceci étant dit, je pense que il n'a toujours pas, parce que tu sais, là, Jiju Bergs est issu des qualifications. Alors, je ne pense pas qu'il ait un niveau inférieur aux qualifications d'un Masters 1000 sur terre battue. Toutefois, on parle d'un qualifié au premier tour, puis on parle d'un top 10 au deuxième tour. Alors, le balancier est très différent. Ouais. Puis, le premier tour, je le vois quand même remporter ça assez aisément. Là. Même s'il n'est pas à la maison, il va être propulsé, c'est sûr. Rome, c'est un tournoi, il a connu des temps forts. Ben, un des tournois a connu des temps forts parce qu'il a pas mal connu des temps forts pas mal partout. Là. Mais Rafael Nadal, c'est une place où il aime jouer. Puis je pense que les fans, en fait, je ne pense pas, je suis sûr que les fans seront de son côté lors de ce match. Et ben, je pense que ce sera une victoire en 2 manches contre Jiju Bergs. Toutefois,
au deuxième tour, je crois que ce sera une défaite en 3 manches. Je vois Rafael Nadal commencer le match fort contre Hubert Hurkacz, mais un peu comme Félix Auger-Aliassime contre André Rublev. Tranquillement, le top 10 rentre dans le match. Puis, je vois tout simplement Hubert Hurkacz venir à bout de Rafael Nadal au deuxième tour, puis se propulser au troisième tour. Donc, je vais mettre une question. Si, par exemple, Nadal remporte son match au premier tour et là, il joue contre Hurkacz, tu es devant la télé, tu regardes le match, Nadal remporte le premier set. Est-ce que tu vas dire ça sent la victoire ou tu vas avoir la même opinion que maintenant? Tu vas dire le Hurkacz va revenir. Comment tu vas le voir? Sachant qu'il est au premier set et il a le rythme. Nadal est dans le rythme. Si c'est ça qui se passe, par exemple. Comment on va réagir? C'est la question. Tu veux-tu y aller en premier ou tu veux Non, vas-y. OK. Tu sais, Rafael Nadal, je pense que aucun joueur sur le circuit aime le voir en confiance devant soi. Par contre, moi, je pense que faut stopper l'hémorragie du début de match contre Rafael Nadal. Mais par la suite, tranquillement, pas vite, le niveau de jeu diminue. On l'a vu contre Jiří Lehečka. On l'a même vu contre Darwin Blanch. À la fin du match, on voyait que tranquillement, il a réussi à passer la ligne aisément. Mais tranquillement, son niveau de jeu diminuait. Contre Alex de Minaur, un peu moins, mais quand même. Ça reste une tendance. Alors, je te dirais, tout est relatif à le nombre de temps passé sur le terrain au premier tour. Mais je pense que Rafael Nadal va devoir aller remporter ce match-là en 2 manches, plus que le match contre Gigi Bergs, parce que Hubert Hurkacz est un top 10, puis il a l'expérience. Alors, je vais me dire, allez Nadal, faut que tu commences le deuxième set fort si tu veux sortir vainqueur de ce match-là. Ouais. Et ça m'amène une autre question. Et mon avis par rapport à ça, c'est pendant la même avec toi. Mais justement, on parle du fait qu'en 2 manches, on parle de Darwin Blanch qui commence à déjà baisser un peu en fin de match. Ça s'annonce pas super bien pour Roland Garros et même lui, il l'a dit lui-même. Est-ce qu'on peut être vraiment confiant? Et là, on a peut-être dans un autre petit sujet. Je ne veux pas être trop qu'on en rentre. Mais Nadal à Roland Garros, incertain. Moi, je vais être bien négatif, mais je ne suis même pas incertain. Je suis sûr que il n'ira pas du côté espagnol. Honnêtement, je vois juste pas Rafael Nadal effectuer 3 sets de qualité. C'est tout. Je suis en train de vous dire qu'il doit minimiser en 2 sets Gigi Bergs pour se donner de l'énergie dans son match de deuxième tour 2 jours plus tard. Je serais un peu contre mes propos si je vous dirais que je sens Rafael Nadal confiant pour un match qui peut durer de minimum 3 à maximum 5 sets dans un grand chelem. Tant qu'à moi, c'est impossible que Rafael Nadal performe au top de des attentes là, qu'on s'est fait aux années de le voir performer là, sur le court de Philippe Chartrier, le cours principal de Roland Garros. Mais, comme toi, je suis un fan de Rafael Nadal. J'écoute tous ses matchs depuis son retour, puis j'espère que ça va bien se passer. Mais, on est en podcast, on se dit vraies affaires. Je n'ai pas confiance. Mais on va se poser une autre question. Est-ce que Rafael Nadal est peut-être pas en train de mettre sa grosse énergie de côté? Et là, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans les petites questions. On n'est pas dans la tête de Nadal. Est-ce que Nadal n'est pas en train de jouer juste un niveau de jeu à une condition physique? Il met pas une condition physique trop haute. Il se dit en fin de match, il va la ralentir
pour potentiellement garder le plus d'énergie possible pour Roland Garros, parce qu'on sait que c'est un tournoi qui a remporté 14 fois, si je me trompe pas. Ça se peut. Ouais, 14 fois, 13, 14 fois. Est-ce qu'il ne garderait pas peut-être l'énergie? On sait pas, c'est des questions, c'est des... On va dire une petite théorie du complot, si on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il ne garderait pas son énergie et il se donnerait qu'à, par exemple, on va dire 70% en Masters 1000, mais bientôt, à Roland Garros qui arrive dans moins d'un mois maintenant, est-ce qu'il pourrait tout donner et nous offrir peut-être une victoire ou deux? C'est une question que je me pose, mais écoute, c'est... Moi, Peut-être aussi je vais trop loin les choses. ouais, mais c'est possible. Mais moi, connaissant Rafael Nadal, c'est un combattant. Un gars qui n'endort pas la nuit tellement qu'il veut gagner ses matchs. Je ne pense pas que c'est possible pour vrai. Puis en plus, on parlait que sa participation à Madrid était probablement sa dernière. Alors, ça signifie que ce serait son dernier match en Espagne. Tu veux vraiment perdre ce match-là? Moi, je pense que si je suis dans la tête de Rafael Nadal, je veux plus gagner Madrid que Roland Garros. Ah ouais? Ok. Devant ma famille, devant mes amis, sur ma cour arrière, moi, je pense que c'est non, c'est pas possible. Ouais. Je suis pas en train de dire non plus que il doit pas se donner contre Lechka. Surtout qu'il il était rendu en huitième de finale à ce moment-là. Je dis pas qu'il s'est pas donné. Mais moi, je parle peut-être plus pour les matchs à venir. Est-ce que. Mais je, ouais. Mais c'est possible. T'as peut-être raison, t'as peut-être raison. On pourrait en, on pourrait en jaser puis en débattre pendant des heures. Ouais. Mais on n'a pas le temps. Ouais. Tout simplement, on n'a pas le temps. Mais c'est possible. Écoute, on laisse la question sur la table. Puis, bien, à vous, là, si vous avez une théorie, bien, de nous répondre. Honnêtement, c'est possible. Tout est possible. On en a vu des. Oui, on suit beaucoup le tennis. Oui, on a plus que la normale raison d'habitude, mais on a quand même été surpris sur plusieurs points là, dans toutes sortes de moments lorsqu'on suivait le tennis. Alors, bien, on laisse la question sur la table, puis à vous d'y réfléchir. Yes. On va passer au prochain tour. Alexis Galarneau, le Québécois, Lavallois, le compétiteur, le Canadien, l'emporte contre l'Espagnol Rincon. Encore là, je ne sais pas si je prononce bien ce nom. J'ai un peu de la misère avec les noms d'origine latine aujourd'hui. Il l'emporte contre l'Espagnol Rincon en Italie et passe au deuxième tour, lui qui affrontera Jacopo Berrettini. Le frère, oui, de Matteo Berrettini. Je me suis posé la question lors de mon écoute de son match de premier tour. Et j'ai fait une petite recherche. Et oui, c'est vraiment son frère, le frère de Matteo Berrettini. Soit dit en passant, de corps, il ne lui ressemble pas pantoute, mais de technique et de dos, pour vrai, ça paraît que je jouais avec lui dans son enfance. Bon, premièrement, il porte le même linge. Mais pas le même linge, mais le même modèle. Puis, ils ont exactement la même technique de tennis. Alors, pour vrai, regardez ça, faites l'exercice une fois sur deux là, sur la diffusion de Challenger.tv. Il montre là, de dos le joueur jouer, puis vous allez voir, c'est très difficile à différencier. Ne regardez pas le joueur de face. Vous allez dire, non, c'est pas Matteo Berrettini. Mais de dos, il y a des questions qui se doutent. Alexis Galarneau, ben un match assez bizarre, là, si on veut. Remporte son match de ce matin, 7-6, 1-6 et 6-1. Ben, qu'est-ce que t'en penses, Isaac, première impression? Je sais que c'était tôt, là, mais... Ouais. Ben, moi, je vais être
être bien honnête, je n'ai pas regardé le match. On est en podcast, puis je vais dire la vérité, je n'ai pas pu regarder le match, malheureusement. Ce matin, j'avais un entraînement de tennis, puis je me suis pas levé je me suis pas levé, j'avais besoin de sommeil, malheureusement, parce que j'avais un examen important aujourd'hui. Mais moi, ce que j'en pense, vu du résultat, et je vais être bien honnête, je vais pas commencer à mentir sur des jeux que je n'ai pas vus. Moi, la seule impression que je peux en penser, c'est que moi, ça me fait poser des questions. Moi, juste en voyant du score, ça me pose des questions. Un 6, ok, tu perds un 6 qui est quand même très. Ça fait mal un 6-1 quand Ouais, même. Et tu ouais. regagnes 6-1 après. Je vois pas ça souvent, personnellement. Ça arrive, mais je me pose la question comment il y a pu avoir un autant grand changement mental ou physique de la part d'un des deux joueurs. Ouais, mais tu sais, Alex Galarno est capable de. Il l'a prouvé de manière positive et négative depuis le début de sa compétition qu'il est capable de jouer un bon set, jouer un mauvais set, jouer un bon set, comme c'est arrivé ce matin. Tu sais, Ouais. Galarno, là, je lui parle assez régulièrement. Puis c'est une de ses difficultés. Le fait de pas faire un match en montagne, mais faire un match qui est à plat, d'un assez bon niveau durant tout le match. Fermez les Alors, livres. je Fermez pense les livres, pas. oui, exactement. Mais je pense qu'Alexis Galarno, c'est quand même une bonne victoire. 2 semaines plutôt relax d'entraînement, mais quand même de congé. C'est une bonne victoire. Toutefois, on l'avait vu là, quitter avec une blessure, soit au niveau de l'épaule, soit au niveau de l'abdomen. J'en ai pas eu la réponse. Et aujourd'hui, on le voyait encore là, faire son Mhm. étirement là, comme ça. Alors, est-ce que c'est au niveau de l'abdomen? Est-ce que c'est au niveau de l'épaule? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais moi, ça m'inquiète un tout petit peu qu'après 2 semaines complètes de repos, qu'on le voit encore ce matin être gêné d'une blessure. Ouais. Sinon, je ne vois pas, si c'est pas une blessure, je ne vois pas quelle autre facette pourrait Je ne signifier. pense pas que c'est un tic. Personnellement, Non, c'est ça. Ben, des impressions face au deuxième tour, face à Jacopo Berrettini. ben, moi, écoute, moi, quand je vais, Comment on peut comme je t'ai voir, dit, comment on peut voir Alexis Galarno sortir, euh, sachant qu'il jouera une sortie demain, là. Il joue en double avec un Américain. Je ne me rappelle plus de son nom, mais il joue en double avec un Américain demain. Puis reviendra sur le terrain en simple et possiblement en double. Honnêtement, je ne sais pas s'il reviendra en double s'il gagne demain. Mais en simple, assurément, jeudi contre Jacopo Berrettini. Alors, comment il peut sortir? Comment on peut s'attendre à voir sortir Alexis Galarno? ben, moi, je pense que ce qu'il va falloir, c'est que, premièrement, comme tu l'as dit, Berrettini, c'est le même que Berrettini, si on peut dire ça comme ça. Non. Jacopo et Matteo, c'est les mêmes. Évidemment, ils se ressemblent pas physiquement, mais on s'est compris. Donc, ce qu'il Ouais. va falloir de la part d'Alexis, c'est que moi, si je me fie au niveau de Matteo Berrettini, c'est un joueur agressif. Et Alexis, selon moi, c'est pas comme j'ai vu le classement de Jacopo Berrettini, c'est pas un joueur très haut classé. Ça doit être un joueur qui a possiblement eu un wildcard. Moi, je pense qu'Alexis Galarno va devoir juste offrir un bon niveau de jeu. Il ne va pas devoir se casser la tête. Je n'ai pas d'analyse technique à donner par rapport à ce match-là. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il donne un bon niveau de jeu. Je vais être honnête. Je n'ai pas vu son niveau aujourd'hui, Alexis. Je peux pas dire qu'est-ce qu'il corrige ou non. Donc, je vais y aller avec ce que je sais. Moi, je sais comment Alexis joue de base et j'ai très confiance en lui. Donc, je pense que juste le fait d'être régulier, ne pas, comment dire, ne pas chuter dans ce match, je pense pas que ça devrait être un match je pense pas qu'il devrait perdre ce match-là. Non, c'est logique qu'il doit pas perdre, mais je veux dire, je le vois pas perdre ce match-là, Ouais. tout simplement. Euh, C'est difficile à répondre. ouais. Mais, tu sais, moi, je pense que, comme tu l'as dit, Jacopo Berrettini, ce n'est pas
Il a reçu, oui, un laissez-passer là, pour répondre à ta question. Pour entrer dans le tournoi, lui qui joue en sol italien, et il est italien comme Matteo Berrettini. Mais c'est un joueur avec un classement plutôt bas qui n'est pas habitué de gagner des matchs de tennis. Alors, Ok. Alexis Galarneau connaît des. Ben là, il y a eu 2 semaines de congé, mais sa facette de 4 semaines avant, c'était très bien. Puis cette semaine, sa dernière semaine, par la suite, semaine de congé, et c'est les qualifications de Roland-Garros. Alors, ça va être un événement tournant dans la carrière d'Alexis Galarneau. Puis, je trouve tout simplement que Jacopo Berrettini, ce n'est pas un adversaire qui devrait l'arrêter dans sa préparation pour le plus gros événement de sa carrière. Mais c'est littéralement ça. Alors, Ouais. moi, je veux voir un Alexis Galarneau confiant. Un Alexis Galarneau, oui, régulier, mais à la fois, il ne gagnera pas les gros matchs, puis ne percera pas en étant seulement régulier. Je veux le voir monter au filet, prendre des chances avec son coup droit, son revers. On sait, il peut être explosif, Galarneau. Il nous l'a déjà montré à maintes reprises. Alors, je veux juste le voir jouer un bon match de tennis, puis un match de tennis comme si c'était un match de qualification à Roland-Garros. Parce que là, il faut commencer à voir le niveau, pas pour stresser personne, mais commencer à voir le niveau qui nous montrera les qualifications de Roland-Garros parce que le niveau devra être élevé. Ouais. Puis aussi, écoute, ça serait assez pas très rassurant de voir Galarno perdre contre le 792e joueur mondial demain. Mhm. En même temps. En même pas, combien de semaines de Roland Jeudi, Garros, t'as dit? Des qualifications, 2 semaines? 2 semaines, oui. Oui, 2 semaines. Ça serait extrêmement pas rassurant. Donc demain, il va falloir que Galarno continue à. Jeudi, dans Oui, 2 jours. demain, oui, jeudi. Il va devoir, parce que je me trompe avec le match de double demain, Ouais. il va devoir continuer à nous convaincre et à être confiant pour Roland Garros parce que on va se le dire franchement, je pense qu'Alexis Galarno, je sais pas, il est pas dans sa tête, mais moi personnellement, si tu me dis est-ce que tu préfères faire les qualifications de l'Australian Open, qui a déjà vécu, ou de Roland Garros, choisis 10 fois Roland Garros. C'est un tournoi, c'est un prestigieux tournoi du Grand Chelem, et je pense que tout le monde rêve de faire ce tournoi. Comparé peut-être au US Open, qui n'est pas forcément autant excitant que ce tournoi, ou Wimbledon, mais là, il y a débat peut-être avec ce tournoi. Ouais, mais en même temps, si on parle un peu, là, on s'éternisera pas là-dessus, mais la prestigiosité, si ça se dit, en tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire, du tournoi Roland-Garros. Mais en même temps, les Canadiens se sentent un peu à la maison. Parce que Mhm. Garneau, il parle français. Là-bas, on parle français. Alors, c'est comme un tournoi en même temps qui rejoint les Français, mais les Canadiens aussi. Mhm. Parce qu'on se dit cousin, tout simplement. Ouais. On se dit cousin. Alors, on passe à notre prochain point. On n'en parlera pas longtemps parce que, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire. Gabriel Diallo, qui s'est incliné en Autriche ce matin dans son propre challenger. Je dis propre parce que c'est pas le même challenger qu'Alex Galarneau, évidemment. Blessure abdominale était menée 2-4, 15-40 sur son propre service au troisième set et tout simplement donne la balle à la ramasseuse de balles et dit pour moi, c'est terminé aujourd'hui. Alors, blessure abdominale, puis quelques heures, voire 1 heure plus tard, Galarneau arrive dans la chambre des. Diallo, pardonnez-moi, arrive dans la chambre des commissaires du tournoi et dit je me retire en double également, lui qui était inscrit en double. Alors, un peu Rinky Jikata là, qui s'avait retiré contre Galarneau, mais qui avait continué en double et qui avait quand même bien fait. Mais lui, tout simplement, Gabriel Diallo, c'est on plie bagage et on s'en va. Lui, c'est d'autant plus inquiétant parce que lui aussi participe aux qualifications de Roland Garros. Mhm. Et Et là, abdominal, de le c'est. voir partir autant anticipé, ça m'inquiète. C'est sûr, les abdominaux, c'est. Ça reste très important. Écoute, c'est comme.
c'est une partie de ton corps que tu utilises tellement pour frapper que si Gabriel ne règle pas ça d'ici 2 semaines, il pourra dire au revoir à Roland Garros, malheureusement. J'ai pas plus de trucs à dire, mais Ouais. c'est triste. C'est triste pour notre Canadien. Très triste. Ouais. C'est vraiment malheureux du côté de Gabriel. Puis écoute, si tu vois notre podcast, ben, on te souhaite que ça se rétablisse vite pour te pouvoir servir des bombes majestueuses à Roland Garros. Sinon, ben, c'est que partie remise l'an prochain. Le tennis, c'est des parties remises. Ce n'est que ça. Alors, maintenant, temps de dévoiler notre joueur mystère de notre Qui suis-je d'aujourd'hui. Eh bien, c'est l'Argentin, comme mentionné dans le premier indice, Diego Schwartzmann, qui, lui, oui, porte le surnom de El Peque. Alors, pourquoi Diego Schwartzmann? Ben, Diego Schwartzmann a annoncé il y a un jour, qu'il allait prendre sa retraite l'an prochain lors d'un tournoi sur terre battue, je ne me rappelle plus lequel, mais en sol argentin. Un tournoi de terre battue qui a performé à maintes reprises et a gagné à la maison. Alors, ben, c'est une annonce qui pour moi m'a choqué parce que je ne m'attendais pas à ça, mais complètement pas. J'adore notre petit Diego, qui n'est pas grand, mais qui offre tout qu'un spectacle. Pour vrai, pour moi, ça fait ouch. Écoute, moi, je vais être un peu au contraire de toi, vu les dernières performances de Diego Schwartzmann, et c'est comprenable. Dans le tennis d'aujourd'hui, quand tu n'as pas de service, surtout quand tu es petit, c'est très, très, très compliqué de performer. On le sait qu'il était capable de souvent compenser avec son talent athlétique, ses façons de défendre la balle, de rester dans les points, tout ce qu'il faisait était incroyable, sauf son service qui a toujours été une problématique, n'a jamais fait énormément de danse dans les matchs, évidemment. Moi, je vois les dernières performances de Schwartzmann. Je suis pas surpris du fait qu'il se retire. Je m'attendais peut-être pas l'année prochaine, mais je me disais d'ici 2-3 ans, ça va être bye-bye pour notre cher Diego qui a fait une belle carrière parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'il est déjà sur le circuit ATP, Diego Schwartzmann. Donc, pour ma part, je suis pas autant surpris que ça. Ouais, ben moi aussi, tu sais, vu les à un moment donné, il faut que ça change. Puis ça prend un changement. Il a tout essayé. Mais malheureusement, c'est juste le corps qui n'est plus capable de compenser. Toutefois, moi, que ça m'attriste énormément parce que moi, je suis un fan de Diego Schwartzmann. Pour ma part, je suis de petite taille. Alors, ben, ça a toujours été une inspiration pour moi. Puis, j'ai vu un témoignage de Diego Schwartzmann qui dit que malgré qu'il prend sa retraite du circuit professionnel ATP, qu'il disputerait de temps en temps toujours des tournois UTS, qui est moins demandant côté service, qui lui est sa principale problématique, et physiquement également. Alors, ben, on peut se consoler un peu avec ça. Mm-hmm. Quelque chose à rajouter? Non, ben c'est sûr que moi, ça m'attriste beaucoup aussi. Écoute, Diego Schwartzmann, j'ai tout le temps été fan de ce joueur et je veux te dire honnêtement, c'est pas parce que toi tu l'as dit. Moi, j'ai beaucoup aimé ce joueur qui est clairement le contraire de moi. Je ne suis pas petit, je suis grand et vous pouvez le voir, on peut le voir sur une de mes photos avec moi et Zachary, à la différence de grandeur. Il y en a qui pourrait penser qu'il est en 6e année, que je suis en secondaire 5, mais la différence d'âge n'est pas si grande. Il y a une petite différence d'âge, mais elle n'est pas si immense que ça. Mais moi, Diego Schwartzmann, personnellement, ça m'inspire comment On est il jouait. Schwartzmann et Zverev. Là. Comment? On est Schwartzmann et Zverev. Exactement. C'est sûr. Moi, écoute, j'ai tout le temps préféré les joueurs un peu plus grands. Les grands serveurs, je les ai tout le temps aimés. Mais pour vrai, pour vrai, on va revenir sérieusement. Moi, Diego Schwartzmann, c'est un joueur qui m'a toujours inspiré. Un joueur qui a tout le temps été dans mes 10 joueurs préférés. Pour sa combativité, sa façon d'être sur le terrain, j'ai tout le temps aimé. Et moi, je lui souhaite bonne retraite d'avance à notre cher LP. Oui,
Je pense que ça va être la conclusion de notre podcast sur ce Diego Schwartzman. Toutefois, là, vous aurez une chance de le voir cette semaine. Il s'est qualifié pour Rome. Il a passé les qualifications. Alors, tournoi qui s'est déjà rendu finaliste, ça avait incliné contre Novak Djokovic, avait battu malheureusement Denis Shapovalov en demi-finale. Mais côté Diego Schwartzman, c'est quand même bien. Alors, on lui souhaite le meilleur, puis on lui souhaite une dernière année victorieuse plus que les dernières semaines qu'il a vécues. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Comme à chaque semaine, on vous invite à aller liker et vous abonner sur Instagram, Spotify et YouTube. YouTube, on partage souvent les liens sur Instagram, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais allez nous suivre, c'est pas notre seule motivation, mais c'est une de nos plus grandes motivations. Puis, tout simplement, vous connaissez la recette, là, plus on est encouragé, plus on performe, plus on a le goût de performer. Alors, merci beaucoup à ceux qui s'abonnent. On a déjà traversé le 65 abonnés sur Instagram. Alors, merci beaucoup. Puis, notre prochain défi, là, c'est 100. Alors, passez le mot, puis on serait super content. Évidemment que, également, on en a déjà parlé. Plusieurs tirages, concours pourraient m'être mis d'office. C'est des idées qui font partie de notre brainstorm, si on nous permet le terme anglais. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on vous souhaite une belle semaine. Et pour notre part, on risque de se revoir mardi prochain dans un futur podcast de Game Set Stories. Bye bye. Salut.